Je suis Laure Bonatti et je suis Mathilde Villon et nous sommes toutes les deux vétérinaires, consultantes en médecine du comportement. Bienvenue sur Vétologie, le premier podcast francophone consacré à l'éthologie vétérinaire. Dans cet épisode, format interview que nous allons vous proposer une fois par mois, nous avons choisi de recevoir Amélie, qui est assistante vétérinaire. Amélie travaillait avec Laure avant de déménager il y a quelques mois dans la région nantaise. Et si l'on a décidé de l'inviter aujourd'hui, c'est parce que les assistantes vétérinaires ont un rôle essentiel à jouer dans la prévention des problèmes de comportement de nos animaux domestiques. Oui, c'est évident que pour les animaux comme pour leurs propriétaires, il vaut mieux prévenir l'apparition des comportements indésirables que de devoir les résoudre une fois qu'ils sont installés. Et c'est là que les ASV, les assistantes vétérinaires, sont indispensables, car beaucoup de conseils peuvent être donnés par téléphone ou à l'accueil de la clinique. D'ailleurs, je profite d'avoir le micro aujourd'hui et la possibilité d'être écoutée, et d'ailleurs merci à tous nos auditeurs et nos auditrices, pour dire que sans ASV, les cliniques vétérinaires tourneraient beaucoup moins bien et que leur travail mérite d'être reconnu et valorisé. Voilà, je referme la parenthèse. Du coup, on s'est dit que ce serait pas mal de répondre ici aux principales questions que les propriétaires posent aux ASV concernant les chiens et les chats. Tout ça avec l'aide de notre invité du jour. Alors peut-être qu'avant d'entrer dans le vif du sujet, Amélie, tu pourrais nous parler un peu de toi en quelques mots et de ton parcours ? Alors bonjour, merci de m'avoir invitée. Je m'appelle Amélie, je suis assistante vétérinaire depuis 2019. J'étais avant fleuriste pendant 10 ans, j'ai fait une reconversion professionnelle et je regrette absolument pas du tout mon choix. Super. Alors, je propose qu'on commence par les chats. Je pense qu'une question récurrente aux ASV, c'est les soins aux chatons trouvés que les gens adoptent. On en a déjà un tout petit peu parlé dans l'épisode sur le sevrage, mais on a souvent des gens qui arrivent au comptoir avec des chatons qu'ils ont trouvés dans la nature et qui sont en général très jeunes. Qu'est-ce que tu leur conseilles ? Alors, s'il s'agit d'un chaton trouvé qui vous semble mal en point, en attendant votre visite chez le vétérinaire qui doit se faire rapidement, vous pouvez lui mettre une petite bouillotte. Tout petit, il perd de la chaleur. C'est important de pouvoir apporter justement une source de chaleur. Il faut d'ailleurs savoir l'âge du chaton. Est-ce qu'il faut donner du lait s'il a été séparé vraiment trop jeune de sa mère, ou est-ce qu'on peut commencer à le sevrer et donner une alimentation solide ? S'il est vraiment trop jeune et s'il faut continuer à le biberonner, après chaque biberon, je vais conseiller de prendre une petite compresse avec un petit peu d'eau tiède et le masser tout doucement au niveau de la zone génitale, afin de le stimuler à faire ses besoins, un petit peu comme la mère le ferait en le léchant. Pour les jeux, il ne faut pas jouer avec les mains. Plutôt lui donner un jouet ou interagir avec lui, avec une canne à pêche par exemple. Il peut avoir tendance à mordiller, il ne faut pas se laisser faire, mais plutôt rediriger son attention sur un jouet. Le tenir par la peau du cou, comme on entend souvent, oui, comme la mère le ferait, c'est une mauvaise idée. La punition ne sert à rien, et encore moins la punition physique. Vous allez juste instaurer une mauvaise relation entre vous et le chaton. Et si au contraire il est très timide, il faut lui laisser le temps de venir vers vous. Il est sans doute très stressé d'arriver dans un nouvel environnement, avec des personnes qu'il ne connaît pas. Les chatons sont propres très rapidement. Vous pouvez le mettre dans un endroit au calme, avec une litière, un accès à l'eau et à la nourriture, et ne pas le contraindre en essayant de le caresser à tout prix. Ok, donc on l'a déjà dit et à chaque fois je dis la même chose, on le répète jamais assez, ça ne sert à rien de prendre un chaton par la peau du cou pour vérifier s'il est bien inhibé ou s'il est capable de se contrôler. Tout ce que ça lui apprend, c'est que les humains peuvent exercer des contraintes très désagréables et ça n'arrange vraiment pas la relation humain-chat. Donc on a parlé des chatons. Un autre sujet, je pense, récurrent que tu peux avoir quand les gens viennent discuter à l'accueil, c'est le problème de la malpropreté chez le chat. Alors la malpropreté, effectivement, c'est assez récurrent. Déjà, il faut savoir que votre chat ne fait pas ça pour vous embêter. C'est pas parce que vous êtes rentré un petit peu trop tard d'une soirée que votre chat a fait pipi sur votre lit. Pas du tout. S'il a uriné en dehors de sa litière, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Est-ce que la dernière fois qu'il y a été, il a eu mal et du coup il a associé cet endroit à quelque chose de pas très chouette et il n'a pas envie d'y retourner ? La cause à éliminer en premier, c'est un problème médical. Donc il faudra consulter son vétérinaire. Le chat peut faire des cystites, ce qui est assez douloureux, et chez le chat mâle, il faut surveiller qu'il urine correctement, puisqu'un chat mâle qui n'arrive plus à uriner, c'est une urgence vitale. Ensuite, est-ce que les litières sont facilement accessibles ? Est-ce qu'il y en a plusieurs dans la maison ? Un conseil qu'on donne souvent, c'est une litière par chat plus une. Et si vous avez plusieurs chats, il faut vraiment faire en sorte que chaque chat puisse accéder à une litière sans être embêté par un autre. Donc si votre chat urine à l'extérieur de sa litière, il faut
éliminer le problème médical. Vous pouvez rajouter des litières, il n'y en a jamais trop. Vous pouvez changer le substrat, il y a des chats qui sont plus délicats que d'autres, et surtout la nettoyer très régulièrement. Puisque les chats urinent sur les lits, sur les tapis, sur des choses moelleuses, parce que c'est très très confortable, et l'humain a tendance à le nettoyer très très rapidement. Donc si on résume, un chat malpropre, il doit être examiné par un vétérinaire pour s'assurer qu'il n'y a pas une cause médicale sous-jacente à la malpropreté qui expliquerait pourquoi il urine à côté de sa litière. Et quelle que soit la situation, on se souvient que le chat ne fait pas ça pour nous embêter et que ça ne sert donc à rien de le punir. Les publications scientifiques vont toutes dans le même sens. La punition détériore la relation humain-chat et l'utilisation de punitions, qu'elles soient verbales ou physiques, est un facteur de risque d'agressivité. Dernier sujet sur les chats, le déménagement. Comme toi, tu as déménagé récemment, Amélie, tu vas pouvoir nous parler un petit peu de ton expérience personnelle en plus. Alors, le déménagement, c'était pas facile. C'est une source de stress pour nous et puis pour nos animaux, effectivement, puisqu'ils vont changer d'environnement. Alors, moi, j'ai voyagé en voiture, mais que ce soit en voiture, en train ou en avion, évidemment, le chat, il faut toujours le mettre dans une boîte où il va se sentir vraiment à l'aise, protégé de tous les côtés. Mes 2 chats sont des chats anxieux, donc ma vétérinaire m'a prescrit un petit médicament pour les apaiser pendant le trajet. Ça s'est très bien passé. Une fois arrivé, il a fallu faire les présentations puisque mon conjoint avait déjà un chat. Alors ça s'est passé progressivement et il faut toujours que ça se passe progressivement. Au début, j'ai séparé les espaces, donc j'ai mis mes chats dans une pièce avec litière, gamelle et ensuite l'autre chat avait le reste de la maison. Ils pouvaient se sentir entre eux à travers la porte. Le lendemain, j'ai instauré un contact visuel entre eux. Et puis progressivement, ils sont allés les uns vers les autres. Au final, j'ai eu de la chance, ça s'est très bien passé. Alors ça peut ne pas bien se passer. Le but, c'est qu'on arrive à avoir des chats qui se tolèrent et donc il faut bien séparer les espaces et que tout le monde ait accès aux ressources et en quantité suffisante. Tu disais que juste après le déménagement, tu avais laissé tes chats dans une seule pièce. Moi, c'est un conseil que je donne souvent sur des chats un petit peu peureux ou anxieux, ou les deux. C'est de les laisser effectivement dans une seule pièce avec tout leur confort pour ne pas demander d'emblée au chat d'avoir toute la maison à traverser pour aller jusqu'à sa litière ou jusqu'à sa gamelle, parce que c'est, je trouve, un vrai facteur de stress quand on arrive dans une grande maison et que le chat doit d'emblée trouver toutes ses ressources. Donc ça, je trouve que c'est vraiment important ce que tu as fait, c'est de vraiment laisser une pièce avec tout le confort du chat pour ensuite le laisser élargir son domaine vital progressivement, même s'il n'y a pas d'autres chats. Alors moi, j'ai 2 chats au caractère vraiment différent. J'en ai une qui est vraiment très très timide et effectivement, ça lui a fait beaucoup de bien d'être dans une seule pièce. Elle a passé à peu près 1 semaine dans la chambre avant de sortir. Au contraire, dès le lendemain, mon mâle, il est tout de suite parti à la rencontre de l'autre chat et il a commencé à explorer son domaine vital. Et donc, en fait, il faut s'adapter à l'individu qu'on a en face de nous, au chat, à son propre tempérament, et voir ce dont lui, il a besoin, le temps dont il a besoin pour pouvoir explorer le nouvel endroit où il habite. Et je sais aussi que donc, ton chat mâle, Bagheera, lui, il est très content dans son nouvel appartement parce qu'il a un accès à l'extérieur. Et ça, c'est une crainte pour les gens parce qu'ils ont toujours peur de laisser sortir le chat dans un nouvel endroit. Comment tu as fait, toi, pour laisser sortir Bagheera? Alors effectivement, il est très demandeur, il n'est jamais sorti, il ne connaît pas l'extérieur. Donc moi, j'étais assez stressée. Donc j'ai commencé progressivement à ouvrir la porte. Quand je rentrais chez moi, je laissais la porte ouverte. Je le laissais sortir parce que je ne voulais pas en faire un interdit. Et je ne voulais pas que dès qu'il arrive devant la porte, je bloque la porte et qu'au final, un jour, il se faufile, il fugue et puis il se retrouve dehors où il ne connaît pas du tout l'environnement. Donc je laisse la porte ouverte. Il se balade tranquillement, il fait un petit tour, il va de plus en plus loin à chaque fois. J'ai quand même acheté un collier GPS, comme ça je peux le localiser, je sais où il est et je laisse la porte en cas de problème, il peut rentrer rapidement. Et puis voilà, il est très 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 heureux depuis qu'il peut sortir. Tant mieux, c'est vrai que souvent c'est le meilleur enrichissement possible pour les chats, un accès à l'extérieur. Je crois qu'on a fait le tour sur les chats, on a parlé donc des chatons trouvés, des chats malpropres et du déménagement. On peut passer aux chiens. Alors, quand on préparait l'épisode, on s'est dit qu'une question qui revient souvent et sur laquelle il y a beaucoup d'idées reçues qui circulent, c'est l'âge à partir duquel on peut sortir son chiot dans la rue. Toi, qu'est-ce que tu conseilles aux propriétaires ? Alors, vous pouvez commencer à sortir le chiot après sa première dose de vaccin, en évitant de côtoyer trop de chiens. Le mieux, c'est toujours de côtoyer des chiens que vous connaissez, que vous savez bien vacciner.
On va éviter aussi de les laisser trop renifler les excréments des autres chiens, mais il faut sortir un chiot. Il faut sortir un chiot puisqu'il rencontre ses congénères, il est dans une période de sa vie où il apprend tout, où il découvre tout, et il faut le familiariser. Qu'il voit le maximum de choses possibles, des voitures, il y a du bruit, au parc, il y a du monde, il y a des gens qui courent. S'il n'a pas connu ça petit, ça peut compliquer les sorties plus tard. On risque potentiellement d'en faire des chiens anxieux. En fonction de son âge, il faut vérifier dans son carnet de santé quels vaccins lui ont déjà été faits. Et petite parenthèse, quand on vient d'acquérir un chiot, la loi l'oblige, il faut qu'il ait déjà vu un vétérinaire qui ait fait un certificat de bonne santé. Il doit être identifié avec une puce électronique. Que vous ayez acheté le chien en élevage ou qu'on vous l'ait donné, c'est obligatoire. D'ailleurs, pour l'identification électronique, il en est de même pour les chats. C'est vraiment important de retenir sur les sorties du chiot que la période où le chiot apprend le plus et se familiarise avec le monde qui l'entoure et dans lequel il va évoluer se situe en gros entre l'âge de 1 et 3 mois et demi. Donc pile entre les 2 premiers vaccins. Donc si on attend après le 2e vaccin pour le sortir, si on veut qu'il soit à un niveau maximal d'anticorps, on risque de rater une étape vraiment importante dans le développement du chiot. Et pour les chiots, j'ai l'impression que les mordillements, c'est aussi une question qui revient très fréquemment et qui pose problème aux propriétaires. Oui aussi. Effectivement, un chiot a tendance à pas mal mordiller. Il découvre son univers, le monde autour de lui, avec ses petites dents. Il ne faut pas laisser un chiot vous mordiller la main. En règle générale, on ne joue jamais avec les mains. Quand il a tendance à mordiller, je conseille souvent de détourner l'attention du chien avec un jouet. S'il veut mordiller, qu'il mordille le jouet. L'encourager avec une récompense alimentaire. Il y a des super jouets qui existent, qu'on peut remplir avec des croquettes ou de la pâtée. Et le chiot va le mordiller pour pouvoir obtenir la nourriture. Autre gros sujet, les aboiements. Les propriétaires ont tendance à vouloir trouver une solution simple et rapide pour faire cesser les aboiements de leurs chiens, donc ils viennent la chercher au comptoir, surtout s'ils ont des plaintes des voisins. Oui, c'est vrai que beaucoup de chiens aboient quand ils sont seuls ou dès qu'ils entendent un bruit. Alors déjà, il faut oublier les colliers anti-aboiement, à vibration, à pulvérisation, c'est vraiment, vraiment contre-productif. Je conseille souvent aux gens de faire un petit peu d'enrichissement. Un peu comme on va voir dans les zoos. Ça va constituer à cacher de la nourriture, des choses qui sentent très très bon, en fonction des motivations de votre chien. De mettre en place des choses pour qu'il s'occupe. Instaurer des petits rituels. Avant de sortir, vous allez lui demander d'aller au panier. Vous allez le récompenser avec une friandise. Quand vous rentrez, vous pouvez également le récompenser. Et c'est valable pour tous les conseils qu'on va donner au comptoir et au téléphone. On va toujours proposer de consulter un vétérinaire spécialiste en médecine du comportement qui pourra vous aider à mettre en place d'autres choses et à comprendre la raison pour laquelle le chien aboie et tenter d'y remédier. En fait, les chiens, ils peuvent aboyer pour des tas de raisons différentes. Et il n'existe pas de solution facile et miraculeuse pour faire cesser ce comportement. Donc on oublie les solutions prétendument miracles, à base de colliers à ultrasons au mieux, voire de colliers électriques au pire. Il faut comprendre pourquoi le chien aboie et donc ne pas hésiter à consulter un professionnel pour résoudre ce problème. Autre thème que les gens évoquent facilement avec les ASV à l'accueil, ce sont les difficultés en promenade et notamment le rappel. Oui, c'est vrai que beaucoup de propriétaires n'osent pas lâcher leur chien, parce que tout simplement, il ne revient pas quand ils le rappellent. Ce que je conseille, c'est d'attacher les chiens à une grande longe. Comme ça, ils ne se sentent pas tirés au bout d'une laisse. Et puis de travailler tranquillement le rappel, avec une friandise très très appétante. Quelque chose qu'il aime vraiment beaucoup. Il faut que le chien trouve un intérêt à revenir vers vous. Donc le choix de la friandise est très important. Et au début, il ne faut pas lésiner sur la quantité et le féliciter oralement avec une voix aiguë et enjouée. Tous les animaux sont sensibles à cette manière de parler qui s'appelle le baby talk. Il y a beaucoup de chiens aussi qui tirent énormément en laisse. Alors, le choix du harnais est super important. Vous avez des harnais qui sont en forme de Y devant. Physiologiquement, c'est ce qui est vraiment le plus adapté pour un chien. Vous allez pouvoir attacher la laisse à 2 endroits. Donc, sur le dos du chien, ce qui va l'entraîner à tracter finalement, et à l'avant du harnais. C'est à cet endroit-là qu'il est intéressant de mettre la laisse quand on a un chien qui tire, puisque plus il va tirer, plus il va tourner sur lui-même. Et au bout d'un moment, il va se rendre compte qu'il n'arrivera pas à se rendre où il souhaite en tirant. Donc il va trouver une autre solution pour avancer et donc marcher. Vous le savez, dans Vétologie, on aime vous parler de science et de choses vérifiées. Clairement, sur les apprentissages par renforcement positif, ceux qu'on appelle R+, en langage d'éducation canine, c'est avec cela qu'on a les meilleurs résultats. Mathilde, c'est vraiment l'un de tes sujets de prédilection. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui pensent qu'il ne faut pas utiliser de récompense alimentaire ? Alors moi, mon argument fétiche, c'est de dire que nous non plus, on ne travaillerait pas sans salaire. L'idée, c'est vraiment que si on veut modifier un comportement, en gros, obtenir un comportement qui n'est pas spontané pour l'animal, il faut le rendre motivant. Pour reprendre mon exemple de travail, si vous avez horreur de vous lever le matin pour aller au travail et que vous êtes un passionné de grasse mat, vous ne vous lèveriez pas gratuitement pour aller faire un travail qui ne vous rapporte rien.
Si ce que votre chien aime le plus au monde, c'est aller renifler des odeurs et que par ailleurs, vous lui donnez peu l'occasion de le faire parce que vous le lâchez peu, il faut lui donner une bonne raison de revenir vers vous. Ça améliorera votre relation avec lui, non seulement parce que vous deviendrez une source de friandises, mais aussi parce que vous serez plus facilement la personne qui l'emmène se promener et faire ce qu'il aime s'il revient facilement vers vous. Donc, vous lui permettrez de faire ce qu'il aime le plus et tout le monde en sort gagnant. Ok. Et dernière question, une question vraiment récurrente qui marche pour les propriétaires de chiens comme pour les propriétaires de chats d'ailleurs. Comment est-ce qu'on peut préparer au mieux son animal à l'arrivée d'un bébé ? Alors pour préparer l'arrivée d'un bébé dans le foyer, il faut pas trop changer ses habitudes avec ses animaux finalement. Continuer à garder du temps pour son animal, ne pas le relayer au second plan et l'habituer aux nouvelles choses, la poussette, les bruits de pleurs d'enfants, les jouets qui font pouic pouic mais qui ne sont pas les siens. Il faut continuer à agir pareil avec eux et associer le bébé à du positif. Si vous ne voulez pas que votre animal rentre dans la chambre de l'enfant, on va plutôt privilégier des barrières à installer en amont plutôt que la punition verbale. On va faire les changements progressivement et surtout avant l'arrivée du bébé. Oui, en fait, c'est beaucoup d'anticipation, effectivement. On peut retrouver ces informations-là dans l'interview de Géraldine Ferry pour 4e trimestre. On vous mettra le lien associé à l'épisode. Mais en gros, voilà, l'idée, c'est vraiment d'anticiper l'arrivée de l'enfant et de se dire comment est-ce que l'animal va vivre une fois que le bébé sera là et comment est-ce qu'on peut l'y préparer au mieux avant que ce soit la course, qu'il faille aller à la maternité, etc. Donc vraiment de l'anticipation. Pour les jeunes enfants un peu plus grands, c'est aussi important de les sensibiliser aux signaux de communication du chien pour limiter le risque de morsure afin de pouvoir savoir quand le chien est mal à l'aise et dire à l'enfant d'arrêter de le manipuler. Et pour finir cette interview, comme j'ai eu le plaisir de travailler plusieurs années avec Amélie, je sais qu'elle a beaucoup d'autres cordes à son arc et que notamment, elle a de l'expérience sur les soins de la faune sauvage. Alors une fois n'est pas coutume, on va parler oiseaux sur Vétologie. Amélie, qu'est-ce que tu aimerais conseiller aux gens qui trouvent un oisillon ou un oiseau qui leur paraît mal en point et qui souhaitent le déposer chez leur vétérinaire ? Alors, déjà, il faut savoir que les vétérinaires ne sont pas forcément habilités à soigner la faune sauvage. En effet, il y a des centres de soins de la faune sauvage dans chaque région de France. Il y a un site où ils sont tous répertoriés, vous pouvez les trouver facilement. Pour un oisillon tombé du nid, le mieux, c'est toujours de le remettre dans le nid. À part si, bien sûr, vous voyez qu'il est blessé, qu'il a subi, par exemple, une attaque de chat, il est tombé vraiment de très très haut, il a du sang quelque part. Effectivement, il faut le rapatrier dans un centre de soins. En attendant, il faut le réchauffer et ne surtout pas chercher à le nourrir. L'installer dans un carton, avec une bouillotte, dans le noir et dans un endroit le plus calme possible. Ce sont des animaux sauvages qui doivent continuer à avoir peur de l'homme pour leur sécurité. Il faut les déranger le moins possible et les transférer très rapidement dans un centre spécialisé. Si le nid n'est pas accessible, le mieux reste quand même de mettre l'oisillon dans un lieu sécurisé à l'extérieur. Il faut vérifier qu'il n'y a pas de chat qui puisse y accéder. Dans un carton, vous pouvez mettre au sol ou un petit peu en hauteur, à proximité du lieu où vous l'avez trouvé. Les parents continuent quand même à nourrir les oisillons, même s'ils sont au sol. Le mieux est quand même de vérifier le retour des parents, au loin, pour ne pas les effrayer. On pense souvent qu'on ne peut pas toucher les oisillons. Alors le mieux, c'est de ne pas le faire. Et quand vous le faites, c'est toujours avec délicatesse, évidemment. Mais c'est une légende urbaine. Si vous touchez les oiseaux, les parents reviendront quand même s'ils portent votre odeur, puisque la plupart des oiseaux, ils ont très très peu d'odorat. S'il s'agit d'un animal adulte et que vous le voyez blessé, vous pouvez le mettre comme l'oisillon, dans un carton, dans une pièce, au calme. Vous lui proposez une bouillotte et une gamelle d'eau. S'il fait vraiment très très chaud, vous pouvez mettre un petit peu d'eau vraiment sur la commissure du bec, sur le côté, puisque certains oiseaux ont les narines sur le dessus du bec. Donc si vous faites couler de l'eau, vous risquez de les mettre en danger. Et surtout, on évite les manipulations inutiles. Les animaux sauvages étant très stressés en captivité, on va faire en sorte que ça dure le moins longtemps possible et le rapatrier rapidement vers un centre. Car il faut savoir que sans certificat de capacité, vous n'avez pas le droit de détenir de la faune sauvage chez vous. Oui, et il faut faire attention de toute façon avec la faune sauvage à ne pas imprégner les animaux sauvages. Ils ne sont pas faits pour ça, ils ne sont pas faits pour être au contact des humains. Et ça peut vraiment devenir dangereux pour eux. Si on a un oiseau, par exemple, qui devient trop familier de l'humain, il peut vraiment avoir des problèmes ensuite et se mettre en danger plus tard. Donc vraiment, adressez-vous à des spécialistes. Donc Amélie, on va te remercier pour ces précieux conseils. On espère qu'ils vous seront utiles. Comme d'habitude, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail que vous trouverez dans le texte de description du podcast ou nous contacter via notre page Instagram ou nous envoyer vos remarques ou vos suggestions. Et bien sûr, si vous aimez notre podcast, abonnez-vous et mettez-nous des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et surtout, partagez-le autour de vous. Et on se retrouve très vite sur Vétologie.